Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi partout au Sénégal, midi également en temps universel. Bienvenue à ce grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire, nouvelle attaque contre une entreprise dans le département de Mbour la nuit dernière. L'un des bandits est mort dans les échanges de tirs avec la gendarmerie. À suivre le témoignage de l'un des travailleurs de la société. Rixe mortel hier soir à la SICAP. 2 jeunes ont trouvé la mort dans l'incident. Nous sommes retournés au centre de santé Gaspard Camara où ils ont été évacués. Réouverture des mosquées relevant de la tutelle du khalife général des Tidjanes. Serigne Babacar Sy Mansour a annoncé la mesure ce matin. À Tivaouane, la grande mosquée reste fermée pour travaux. Grand dossier dans ce journal sur cette annonce. Réparation des dommages collatéraux des événements de mars 2021. Les gérants de stations-service très remontés contre les autorités, vous les entendrez. Et puis dans l'actualité économique, la seconde loi des finances rectificatives votée hier à l'Assemblée nationale. Nous nous arrêtons sur le déficit budgétaire qui se creuse de près de 150 milliards de francs CFA supplémentaires. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous parlerons du dialogue de sourds entre les syndicats des transporteurs et le ministère des Transports. Comment sortir de l'impasse et quelle réorganisation du secteur? À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Après l'attaque du bureau d'une entreprise chinoise à Singa le week-end dernier, un gang s'en est pris à une société indienne de fabrication de batteries à Sandiara, toujours dans le département de Mbour. Cette fois-ci, les assaillants ont emporté de l'argent et des téléphones portables, entre autres. Mais l'un des bandits y a laissé la vie après avoir reçu des tirs de la part de gendarmes arrivés sur place. Je vous propose d'entendre le témoignage de M. Mam Cheikh Diop qui travaille dans cette entreprise. Nous, on a été victime d'une attaque hier nuit, du coup de 3 heures du matin. Et des bandes de malfaiteurs, comme vous l'avez dit, sont venus assaillir notre usine qui se trouve à Sandiara dans la zone industrielle. Voilà, donc ils ont pris de l'argent, ils ont pris des ordinateurs, des téléphones portables. Il y a eu des blessés du côté des Indiens parce qu'ils sont venus avec des armes à feu, avec des gourdins et des machettes. Donc ils sont entrés premièrement dans l'hangar. Dans cet hangar, il y avait des Indiens qui travaillaient là-bas parce que nous travaillons 24/24. Donc ils sont entrés là-bas, ils ont commencé à taper sur les Indiens pour prendre leur téléphone portable et tout ça. Donc c'est par la suite qu'ils sont allés vers le colonie, c'est-à-dire les résidences, parce que dans l'entreprise, il y a une partie qui est réservée pour les résidences des Indiens. Donc ils sont allés là-bas, ils ont défoncé les portes, ils ont utilisé des armes à feu, ils commencent à tirer sur les Indiens et tout ça, et puis voilà. Et ils étaient combien? Bon, une vingtaine armés. Voilà, et puis je signale que Mam Cheikh Diop est le responsable administratif de la société Solence Industrie qui a été attaquée donc, comme il l'a dit, par une vingtaine d'assaillants dont l'un a été tué dans les échanges de tirs avec la gendarmerie. Notre correspondant à Mbour, Abdourahmane Diallo, est sur place. Nous reviendrons plus en détail sur cette affaire lors de nos prochaines éditions. Dans l'affaire du cambriolage du bureau de l'entreprise chinoise CRBC à Singa, l'enquête de la gendarmerie avance à grands pas. 2 jours seulement après l'attaque, notre confrère Libération confirme que 5 membres du gang ont été identifiés et placés en garde à vue par la gendarmerie de Popenguine. 5 autres membres de la bande sont activement recherchés d'après notre confrère. Je vous rappelle que hier, la gendarmerie a fait une descente musclée dans le village de Rankoma. Où tous les hommes d'âge mûr ont été arrêtés avant que la gendarmerie ne libère les personnes âgées et les élèves en retenant 9 personnes. D'après notre confrère, donc, parmi ces 9, 5 membres du gang ont été identifiés et placés en garde à vue.
Restons dans le domaine de la justice, mais pour tout à fait autre chose, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar va incessamment rendre sa décision sur la demande de liberté provisoire pour Kilifeu et Simon. Les deux ont été arrêtés pour une affaire de présumé trafic de visa et escroquerie. Leurs avocats ont plaidé ce matin devant la chambre d'accusation. Verdict attendu donc d'ici 13h. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Venons-en maintenant à cette déclaration du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui ordonne l'ouverture des mosquées relevant de sa tutelle. 20 mois après la fermeture, le khalife général, après concertation avec les autorités sanitaires, recommande la désinfection préalable de ces lieux de culte. Par contre, la grande mosquée de Tivaouane reste fermée pour des travaux. Les prières quotidiennes se font donc à la Zawiya El Hadj Malick Sy et à la mosquée Serigne Babacar Sy. Salimata Aw. 20 mois après la fermeture, le khalife général des Tidjanes annonce officiellement la réouverture des mosquées à partir de cette semaine. Tivaouane avait ordonné la fermeture à cause du Covid. Beaucoup ont suivi le mot d'ordre, d'autres ne l'ont pas fait, mais ils sont libres. Ce n'est pas par autoritarisme qu'on l'a fait, mais la situation l'imposait. On rend grâce à Dieu et souhaitons que cette pandémie soit juste un mauvais souvenir pour tout le monde. Avant la réouverture, le khalife recommande la désinfection des lieux de culte, mais aussi le respect des gestes barrières et le vaccin. Avant d'aller dans les mosquées, faites en sorte que les lieux soient propres. La fermeture a pris du temps, mais aussi il faut aller vous faire vacciner. Le vaccin protège, il faut aussi respecter les mesures barrières, car la pandémie est toujours là et les médecins sont clairs là-dessus. En raison des travaux de la grande mosquée de Tivaouane, le khalife général des Tidjanes demande aux fidèles d'effectuer les prières du vendredi à la mosquée Serigne Babacar Sy. Allons à Tivaouane où, suite à la décision du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, de rouvrir les lieux de culte relevant de sa tutelle, les fidèles Tidjanes accueillent cette nouvelle avec joie. Ces derniers comptent suivre toutes les recommandations du khalife pour éviter la propagation du virus dans la ville de Maodo. Les fidèles Tidjanes se disent également nostalgiques de leur Khadratul Juma et maintenant ils peuvent le tenir comme au bon vieux temps. Tivaouane, correspondance de Mamas Toukan. Babacar Fall était nostalgique, trouvé devant son atelier de menuiserie métallique avec sa tenue bleue en train de peindre. Il se réjouit de la décision du khalife. On est vraiment content et on prie pour le khalife, comme celui qui avait pris la décision de fermer les mosquées et c'est lui qui demande leur réouverture. On ne peut que s'en réjouir. Même sentiment chez Ngagne Demba et Daouda Ndaw, leur joie est immense. Comme les mosquées sont réouvertes, je dis tout simplement Alhamdulillah. Nous, ce que nous faisons en tant que musulmans, c'est aller prier comme nous le recommande le prophète Mohammed paix salut sur lui. Tivaouane se conforme aux recommandations de l'Hadj Malick Sy. Là, vraiment, nous ressentons une immense joie. Suite à l'appel du khalife au respect des mesures barrières, ses fidèles se disent prêts à suivre les recommandations de Serigne Babacar Sy Mansour malgré la tendance baissière de la pandémie, ces derniers temps. C'est ce qui est normal, le respect des mesures barrières, parce que ce n'est pas la première fois que le khalife le dit. Avec cette tendance baissière, les gens ne les respectent plus et on va essayer de suivre quand même le khalife. Et car nous talibés, notre rôle est de suivre toutes les recommandations données par notre guide. 20 mois après la fermeture des mosquées et la Zawiya El Hadj Malick Sy de Tivaouane, le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, officialise donc leur réouverture. Les fidèles Tidjanes peuvent maintenant tenir leur Khadratul Juma à la Zawiya El Hadj Malick Sy et à la mosquée Serigne Babacar Sy. Tivaouane, Mam Astoukan, Radio Futur Média. Autre réaction, les responsables de la grande mosquée de Dakar se réjouissent de la décision du khalife général des Tidjanes de rouvrir les mosquées sous sa tutelle. Ils se préparent déjà à la grande prière de ce vendredi, mais le respect des mesures barrières sera de rigueur. Écoutons Mara Gueye, membre du comité de gestion de la grande mosquée. Il est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Ses propos ont été traduits par Seydou Nourouba. Semaine bi ci
C'est cette semaine que nous avons reçu l'information. Nous sommes entrés en contact avec Imam Alioune Moussa Samban, Imam Khatib de la Grande Mosquée de Dakar. Donc ensemble, nous avons décidé de rouvrir la Grande Mosquée de Dakar et les fidèles l'attendaient. On connaît bien la portée de cette mosquée à chaque prière du vendredi. Dieu merci, puisque les choses ont fini par s'arranger. Et puis la semaine dernière, il faut aussi le signaler, nous nous sommes organisés, nous qui sommes sur les lieux, nous nous sommes arrangés de sorte à enlever tout le désordre. Il y avait même de l'herbe, mais heureusement on a tout enlevé. Les lieux sont propres et bien organisés. Pour ce qui est des mesures barrières, ah oui, elles sont à respecter. Nous avons beaucoup de masques, du gel. Il y a 7 portes qui seront ouvertes et devant chaque porte, il y aura ce matériel. C'est pour permettre de respecter ces mesures barrières. Et pour être complet, notez que la décision du Khalife général des Tidjanes est fortement saluée par les fidèles. Les disciples trouvés aux alentours de la Zawiya El Haj Malik Sy de Dakar saluent la mesure. Voici le reportage à ce sujet d'Amasaïd Sen. Depuis fort longtemps, on n'a pas entendu à la Zawiya Seydi Hadji Malick Sy à Dakar ce mouvement d'ensemble. Après l'annonce du Khalife général des Tidjanes de rouvrir les mosquées, Ousmane Touré s'en félicite. C'est pas une raison de fermer la mosquée, surtout les Zawiya. Ça, c'est anormal. Même son de cloche chez ce vendeur de chapelet, le Coran entre les mains, la tête valsant au rythme de son récital des Corans, Mamadou Diallo. Vous savez, ceux qui venaient ici étaient nombreux, mais beaucoup de personnes étaient obligées d'aller prier dans les autres mosquées. Vous savez, le Khalife, nous le respectons et nous respectons ses instructions. Il avait même donné l'ordre de fermer les mosquées. Et aujourd'hui, il décide de les rouvrir. Mais écoutez, on s'en réjouit et on prie pour lui. Assis sur un banc en face de la Zawiya, Seydou Ndiaye mourait d'envie d'entendre à nouveau les Hadara ici même. C'est bien la réouverture des mosquées. En tant que fidèles, c'est ce qui nous fait vivre. On a un lieu de prière où c'est notre appropriation la plus chère. Vraiment, nous sommes contents. Le Khalife des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, compte tenu de la pandémie, avait donné l'instruction de fermer toutes les mosquées de Tivaouane. Une fermeture qui a duré au moins 20 mois. La radio de toute l'actualité. Les gérants de stations-service pillés et saccagés pendant les émeutes de mars dernier sont très en colère. L'État n'a pas tenu parole au sujet des indemnisations. 1,1 milliard de francs CFA perdus, plus de 400 employés au chômage et un mépris de la part de l'autorité. Le spectre de violence électorale hante ces Sénégalais qui demandent à l'État de prendre les devants. Ils étaient en conférence de presse ce matin. Voici Ibrahim Fall, le secrétaire général de l'Association des gérants de stations-service du Sénégal, au micro d'Abdou Diouf Junior. Il y a eu des stations qui ont été pillées et saccagées. Et en l'occurrence, 45 stations totales, 8 Vivo, une station Ola, une station Puma, le ministère de l'Énergie et le ministère du Commerce. On a eu à les rencontrer, qui nous ont demandé à ce qu'on dépose des dossiers par rapport à ces saccages-là. Les constats dossiers et l'évaluation des dégâts qui a été fait dans ces stations. Depuis lors, ces inventaires-là, qui s'élèvent à hauteur d'1,1 milliard, n'ont reçu aucune réponse par rapport à cette situation. Et actuellement, les gérants sont dans la galère. 99% des Sénégalais ne voient que la partie visible de l'iceberg. C'est les pompes. Alors qu'il y a autre chose derrière les pompes. Il y a les boutiques, il y a le personnel des boutiques, le personnel du food and service. Tout ça, c'est des gens qui sont au chômage. Et nous réclamons à ce que l'État du Sénégal réagisse par rapport à cette situation. Ils sont 454 qui sont au chômage. Je pense que l'État devrait faire un geste, nous rembourser ce qui a été détruit et pillé pour que ces stations-là puissent refonctionner et que le personnel puisse regagner son poste. C'est des Sénégalais bon teint qui ont investi dans ces stations-là et qui ont perdu de l'argent. Il va falloir qu'on réagisse par rapport à cette situation-là. On ne peut plus continuer. Il ne faudrait pas que ça se répète qu'en cas de manifestation, que des gens aillent vers les stations pour les casser. La première des raisons, c'est que ça appartient à des Sénégalais. La seconde raison, c'est que c'est des milieux à texte qui nécessitent une certaine sécurité. Inflammable. Si jamais il y a feu et qu'il y a explosion, ça va faire d'énormes dégâts. Nous demandons à l'État, pour les échéances à venir, de protéger les sites. C'est des sites inflammables. Et que l'État nous doit la protection. Évoquons maintenant ce rendez-vous manqué entre le ministère des Transports et les syndicats des transports
transports. Le ministre des Transports terrestres n'a pas vu l'ombre d'un seul transporteur à la rencontre qui devait se tenir hier avec les syndicats des transports. Selon le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, il faut tout d'abord rencontrer la base avant de se mettre à table avec Mansour Faye. Goro Khouma est au téléphone avec Seydou Nourouba. Non, rendez-vous qui était calé entre l'autorité et les dirigeants syndicaux. Maintenant, c'est la base qui commande. Nous ne commandons pas, mais c'est la base qui commande. C'est pourquoi la base voudrait notre présence au niveau des gares pour recueillir les avis. La base peut dire on est en grève, comme la base peut dire aussi on n'est pas en grève. Mais l'essentiel, qu'on puisse avoir l'avis de la base. Après la fin de la tournée, nous avons écrit au ministre pour décaler la réunion. Après la réunion, après la tournée, nous irons répondre. Mais pour amener l'avis de la base auprès de l'autorité. Un mot d'économie au lendemain du vote de la seconde loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale. Nous nous arrêtons sur le déficit budgétaire qui se creuse de près de 150 milliards de francs CFA. Explication, Mohamed Ali Mouba. Le Sénégal continue de creuser son déficit budgétaire. La dernière loi de finances rectificative, LFR2, va se situer à 6,3% contre 5,4% prévu dans la LFR1. Pour Seydina Oumar, docteur en sciences économiques et de gestion, cela s'explique. Par rapport à la conjoncture internationale et également l'effet pandémique, où les autorités étatiques en termes de discipline budgétaire, vous voyez que là, on ne peut plus respecter par exemple les critères de convergence, eu égard par exemple les perturbations conjoncturelles à travers le monde. L'ensemble des économies, surtout en matière de budget, avaient des problèmes de ressources, tout ce qui est recettes, tout ce qui est entrée d'argent pour les États. Et là où par exemple ces autorités même devraient faire face à des charges en termes de dépenses de fonctionnement et de dépenses d'investissement, les ministères des Finances étaient obligés de recourir à des lois de finances rectificatives, tout simplement pour pouvoir s'ajuster, pour pouvoir essayer de faire des réorientations budgétaires. Eu égard, c'est manque à gagner. Maintenant, les déficits budgétaires également, pour certains, c'est tout simplement des problèmes de cadrage macroéconomique, c'est des problèmes de prévision et de vision. Conséquence, les dépenses d'investissement vont en pâtir. Le temps de latence de l'économie conséquemment. Il y aura des arbitrages, il y aura des renonciations, c'est-à-dire que c'était des opportunités d'investissement ou bien de dépenses que l'on va oublier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous creusez votre déficit budgétaire, vous serez obligé de recourir à des lois de finances rectificatives en vue de faire des arbitrages. Qu'est-ce qu'il faudra laisser et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, toujours est-il que la plupart du temps, ce sont les dépenses d'investissement qui en pâtissent. De manière claire, il faudra aller chercher près de 150 milliards de francs CFA sur le marché international. Mais problème, le Sénégal a atteint presque son seuil d'endettement, fixé à 70% de son PIB. Dans l'actualité politique, en Mont-Roland, Ben Bokk Yakaar va aux élections locales dans la division. Le président Macky Sall a investi Yves Lamine VI du Parti socialiste en laissant en rade le responsable de l'APR dans la commune. Maître Antoine Beng, avocat à la Cour, frustré, a donc créé sa propre liste pour conquérir la mairie de Mont-Roland. Chérante Diop. Les responsables de l'APR, du Réumi et du Parti socialiste ont porté leur choix sur le maire sortant de Mont-Roland, Yves Lamine VI du Parti socialiste, comme candidat de Benno Bokk Yakaar aux élections locales. Une fierté et un lourd fardeau pour Yves Lamine VI. Donc c'est pourquoi je remercie beaucoup les populations pour leur confiance. C'est vrai que c'est une joie, mais aussi une lourde responsabilité. Je pense que vous avez constaté vous-même qu'il y a une grande mobilisation autour de notre choix, la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que les populations de Mont-Roland, effectivement, sont d'accord avec cette candidature-là. Vraiment, je remercie tous les responsables, à commencer par Amta Mbengue Ndiaye, mon responsable politique, mais aussi et surtout le président Macky Sall. Nous préférions quand même que tous les membres de la coalition aillent ensemble aux élections. Mais comme il y a des dissidents, nous respectons leur choix. Le parti Réumi de Mont-Roland doit travailler à consolider ce partenariat afin de traduire en actes concrets la vision du président Idrissa Seck et celle du président Macky Sall. Daouda Faye, responsable du parti Réumi à Mont-Roland. En tant que conseiller municipal, en tant que membre du parti Réumi, même si le président n'avait pas demandé à ce qu'on accompagne le maire sortant, moi je peux donner mes responsabilités de l'accompagner. Le candidat de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Mont-Roland fera face à maître Antoine Beng de l'APR. Après recours à la cour d'appel de Thiès, sa liste de la coalition Defar Sa Gox a été déclarée recevable pour les élections municipales. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop.
À Fatick, Biram Faye investit tête de liste proportionnelle pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Il s'engage à travailler pour une victoire du camp présidentiel. Le directeur général de l'Agence pour la sécurité de proximité a par ailleurs souligné qu'il n'existe aucune animosité entre Mactar Ba et lui. Il s'était déclaré candidat à la mairie de Fatick, mais finalement il s'est plié à la décision du président Macky Sall qui a choisi le maire sortant Mactar Ba comme tête de liste majoritaire. Biram Faye que vous entendrez lors de nos prochaines éditions. À Fatick, où des centres départementaux d'assistance et de formation de la femme vont être bientôt implantés dans tous les départements du Sénégal, le ministre de la Femme veut, à travers cette initiative, renforcer l'encadrement et l'accompagnement des femmes pour mieux lutter contre la pauvreté. 84 facilitateurs ont été formés à cet effet. Reportage Aminata Goujabi. Le centre départemental d'assistance et de formation pour la femme de Fatick, cité en référence par le ministère de la Femme et de la Famille. Il promet d'en construire dans tous les départements du Sénégal pour un meilleur encadrement et un accompagnement des femmes. Mamgour Diouf, secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Dans le cadre du budget qui sera présenté à l'Assemblée, nous comptons démultiplier les CEDAF au niveau national, mais surtout leur donner une vocation d'autonomisation économique des femmes. Et toujours dans un souci de lutter contre la pauvreté, celle des femmes surtout, 84 facilitateurs ont été formés durant une semaine dans les régions de Thiès et de Fatick. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers. Khadifa Ndiaye Mbaké, directrice du PALAM. Le PALAM 2 a initié cette activité en vue d'une part d'une harmonisation des différentes techniques de production et de labellisation des produits réalisés par les micro-entreprises à créer et d'autre part d'une uniformisation du canevas des modules d'apprentissage à dispenser aux femmes bénéficiaires. Les bénéficiaires de cette session de formation ont été initiés à une dizaine de métiers, teinture, couture, broderie, fabrication de savon entre autres. Et ils vont se charger de renforcer les capacités des femmes dans les deux régions d'intervention du PALAM 2 que sont Fatick et Thiès. Mamgour Diouf. Le PALAM vise à assurer la formation, le renforcement des capacités, l'alphabétisation fonctionnelle et surtout la promotion de l'accès au financement au profit de 5000 femmes âgées de 25 à 49 ans. Le PALAM 2, rappelons-le, est un vaste programme de l'État du Sénégal appuyé par la Banque islamique de développement à hauteur de 13 milliards de francs CFA. Le programme vise à renforcer les capacités des femmes, des jeunes et des enfants. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Burkina Faso, le bilan de l'attaque d'Inata, revu à la hausse. Au moins 32 morts, dont 28 gendarmes et 4 civils. Le bilan initial faisait état de 20 morts. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de ce mardi. Selon une source sécuritaire, les recherches continuent pour retrouver des survivants. Dimanche, 27 gendarmes ont été retrouvés sains et saufs. L'attaque avait visé un détachement de gendarmerie à Inata, dans le Soum, dans le nord du pays. Elle a été menée par un important nombre d'individus armés circulant à bord de plusieurs pick-up et motos. En Ouganda, plusieurs personnes ont été blessées ce matin à Kampala par 2 explosions que la police a qualifiées d'attaque selon le chef adjoint de la police ougandaise. C'était une attaque, mais pour ce qui est du responsable, c'est une question qui fait l'objet d'une enquête. Au Mali, après Kidal, la force française Barkhane transfère la base de Tessalit aux Maliens. Une annonce ce matin de l'état-major français. La base militaire de Tessalit a été rétrocédée et transférée samedi à l'armée malienne. Un communiqué de l'état-major indique que les derniers soldats français ont quitté le site hier lundi. C'est la deuxième base transférée à l'armée malienne dans le cadre de la restructuration des opérations de la force Barkhane au Sahel. La base de Kidal avait été rétrocédée aux Maliens mi-octobre, reste désormais celle de Tombouctou. La Guinée-Bissau fête aujourd'hui le 48e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, une fête de l'indépendance qui devait être célébrée le 24 septembre dernier, fête qui coïncide donc aujourd'hui avec celle des forces armées. Plusieurs chefs d'État africains dont Macky Sall sont à Bissau. Noa Mankali. Cette célébration de ce 48e anniversaire de ce 16 novembre coïncide aussi à l'anniversaire de la création des Forces armées révolutionnaires du peuple, FARC. La date de ce 16 novembre, choisie par le gouvernement bissau-guinéen pour célébrer la fête de l'indépendance, a divisé la classe politique bissau-guinéenne. Le gouvernement a défendu sa position avec l'état de calamité imposé par la pandémie de Covid-19, dont le nombre d'infections était trop élevé. Et le Haut Commissariat pour la lutte contre la Covid-19
2019 avait proposé au gouvernement d'interdire tout regroupement de plus de 25 personnes. Ce mardi, cette date est célébrée avec la présence du chef de l'État sénégalais, le président Macky Sall, le président de transition de la Guinée-Conakry, le premier ministre de transition de la Guinée-Conakry, le ministre de la Défense du Ghana, le chef d'état-major général des forces armées du Portugal, entre autres personnalités. Après le défilé militaire, le président sénégalais Macky Sall va inaugurer une avenue qui porte son nom, dont la reconstruction aurait été financée par le président sénégalais Macky Sall. Nouamen Kelly-Bissau, RFM. Fin du suspense en Libye. Khalifa Haftar a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 24 décembre prochain. Le maréchal Souleymane dit être candidat pour conduire son peuple vers le progrès et la prospérité. Khalifa Haftar avait provisoirement quitté la tête de l'autoproclamée armée nationale pour prétendre au fauteuil présidentiel. Sa candidature intervient 2 jours après celle de Saïf al-Islam. Reste désormais à savoir si le Premier ministre Abdelhamid Debeda va succomber lui aussi à la tentation. Pour terminer, le Niger, le 3e sommet des filles africaines s'est ouvert ce matin à Niamey, la capitale. Il se déroule jusqu'au 18 novembre sous l'égide de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et du Comité africain sur les droits et le bien-être de l'enfant. Les discussions portent notamment sur la question du mariage précoce, les mutilations génitales ou encore l'accès des filles à l'éducation. Merci Georges Détié Diop, 12h26. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes avec cette question. Quelle réorganisation du secteur des transports au lendemain des réformes en cours et comment sortir de l'impasse dans le dialogue de sourds entre les syndicats des transporteurs et le ministère en charge des transports terrestres. Pour en parler, nous serons avec M. Ibrahim Ndongo, expert en transport et sécurité routière, et avec le colonel Aboubakrine Samba, expert en logistique et transport. RFM Sport. Le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Ligue 1 locale, l'équipe de Guédiawaye FC veut marquer son retour. Elle veut frapper un grand coup après avoir passé 2 saisons en Ligue 2 sénégalaise. Guédiawaye s'est renforcé. Guédiawaye a fait sa mue avec de nouveaux joueurs, un nouveau président, avec un nouvel entraîneur, mais également avec des ambitions clairement définies. Oumar Mbaw, notre correspondant dans la banlieue, a fait un tour au siège, mais également à l'entraînement de l'équipe. Suivant son reportage. Sur la pelouse du stade Ndiarème, tous les joueurs du Guédiawaye FC courent derrière le ballon. Hier en Ligue 2, aujourd'hui Guédiawaye FC est dans l'élite du football sénégalais. Désormais, dans la cour des grands, le club de football de Guédiawaye est arrivé de fort belle manière à ce niveau-là, un niveau très élevé. Pourtant, les joueurs reconnaissent traîner beaucoup de déchets techniques. Mais nous là, il n'y a pas pour y en faire ça. C'est les excentrés qui ferment. Moi, dans les milliers excentrés. Des imperfections qui ne pardonnent pas en Ligue 1 et que le coach songe tout de suite à régler. On va régler ça. Allez en place. Pour le moment, on se concentre sur la défense. Guédiawaye FC, c'est aussi un staff nouveau, un nouveau coach, de nouvelles recrues. Bref, l'équipe a fait peau neuve. Souleymane Diallo, entraîneur de Guédiawaye Football Club. On a eu la chance de faire 21 jours ensemble à la tanière. Donc les garçons sont en train de montrer de très très bonnes choses, même si que c'est pas très évident qu'on a changé quasiment le groupe à 78% de l'effectif qui était là l'année passée. De nouveaux venus qui se sont déjà inculqués la philosophie du club. Ça fait des années que je me contacté, mais tel que l'intégration est nice parce que ça fait 2 jours. L'intégration est plus métier quoi. Bon, je me nomme Falilou Fall. Donc Medina, ça me plaît beaucoup de venir défendre les couleurs de Guédiawaye FC parce que les projets qu'ils ont, je les aime beaucoup. Dès la première journée, Guédiawaye FC va trouver l'AS Pikine sur son chemin, synonyme d'un derby de la banlieue. Effectivement, il ne faut pas se cacher la face, c'est un derby. Mais pour moi, le plus important, ce n'est pas ce qui se passe en dehors. Même si aujourd'hui la littérature scientifique a montré effectivement que le facteur environnemental
porte une importance particulière sur la performance. Mais je suis convaincu au moins d'une chose, que tout se passera sur l'aire de jeu. Donc sur ce, nous on travaille, on essaie de maîtriser les paramètres qui vont se dérouler sur le terrain. La saison s'annonce longue et difficile en même temps pour Guédiawaye FC, mais selon le coach, ces poulains sont capables de déplacer des montagnes. Tant qu'on n'est pas rodé, les gars, on doit être solide sur le plan défensif. RFM Guédiawaye, Omar Mbow. Le premier match de Guédiawaye en Ligue 1 cette année, ce sera samedi prochain et ce sera face à l'AS Pikine au stade Alassane Djigo pour démarrer la saison. Autre choc pour cette première journée, l'équipe de Génération Foot qui va recevoir dimanche à 17h, à 16h plutôt, le Jaraaf de Dakar. Ce sera à Denis Biramdao. On joue les derniers matchs de la phase de poule des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 ce mardi. En Afrique, la Côte d'Ivoire qui lutte avec le Cameroun pour la première place de leur groupe. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, va jouer contre le Burkina Faso, peut également valider son ticket pour les barrages. En Europe, la France, déjà qualifiée pour cette Coupe du Monde au Qatar, va jouer pour la forme contre l'équipe de la Finlande, alors que les Pays-Bas vont défier l'équipe, les Pays de Galles. Le Pays de Galles va défier donc l'équipe de la Belgique en Amérique du Sud. L'attraction reste ce soir à 23h30. L'Argentine qui va retrouver Léo Messi qui revient des blessures pour défier le Brésil qui pourrait jouer sans Neymar blessé. L'Uruguay de Suarez défiera également l'équipe de la Bolivie. Avant de parler basketball, nous donnons cette information. Ce match de gala entre les chrétiens du Sénégal et les musulmans, ce sera samedi prochain au terrain du CFPT Sénégal-Japon. Une initiative du mouvement dénommé Sénégal qu'on aime, un match de gala qui vise à renforcer la cohésion nationale et les liens de fraternité entre les chrétiens et les musulmans. Basket pour terminer, Souleymane, avec les matchs pour le tournoi de montée chez les dames aujourd'hui. On va noter l'équipe de Larigue qui joue contre USEPT. Kaolack Basket contre Sibak. Pikine Basket Club jouera contre Kolda Basket Club. Musulmans contre chrétiens, un match béni des dieux. Voilà, et on va désigner Oussas Alioune Sall comme coach de l'équipe chrétienne et Abbé Jacques comme coach de l'équipe musulmane. N'est-ce pas? Voilà. Merci Malal Junior Diagne, 12h32. RFM, reportage. Comme je vous le disais dans les titres, 2 morts enregistrés hier nuit à l'hôpital Gaspard Camara suite à leur admission au service d'urgence. L'une des victimes a été poignardée suite à une bagarre entre amis. Entre jeunes, les gangs avaient envahi la structure sanitaire suite au drame. La police était sur les lieux et c'était l'inquiétude chez les patients et accompagnants. Reportage en ce lendemain du drame, Koumba Sandiane Faye. À notre arrivée à l'hôpital, les conducteurs de taxi disent n'être pas au courant des faits qui se sont déroulés dans la nuit vers 23h. À l'entrée, direction service des urgences, c'est le silence total. Bonjour madame, où les services d'urgence? C'est ici. Après la poubelle là, la porte André. Cette dame croisée à notre sortie de l'hôpital, elle est témoin du drame qui s'est passé là-bas, dans la structure sanitaire. Les faits, en fait, il y avait des gangs qui sont venus. Et il y avait deux amis qui sont venus pour dire qu'on a poignardé l'autre à cause de l'argent et tout. Il y avait du monde, trop de sang. Oui, c'était du règlement de compte, c'est ça. Il y avait trop de sang et tout. Les médecins ont tout fait pour la soigner, mais c'était trop dur. L'autre aussi, peut-être c'est le choc à l'hôpital Gaspard Camara. Elle dit avoir même alerté la police qui, à son tour, a amené le gang qui, très remonté, était venu envahir les lieux suite au décès de 2 d'entre eux. On a appelé leur famille, la police était là, tout le monde était là. Ses amis, la famille, les proches, tout le monde était là. Les 2 victimes n'habitent pas ce quartier suite au témoignage. Les garçons sont venus de Liberté Amitié 3 et Liberté 1. Ñëpp lañu commencé, ñoom ñëpp lañu jël embarqué leen. Oui, ils ont fait trop de bruit ici et c'est pas normal. Il y avait la famille, il y avait les patientes, il y avait les accompagnantes, on n'était pas en sécurité. C'était trop de désastre. C'était l'inquiétude totale depuis hier nuit chez les accompagnants et riverains. RFM, la presse du jour. Revue de presse signée Georges Détié Diop.
Les préfets refusent le IEUI des cours d'appel. En effet, l'observateur relève que l'autorité administrative est loin de s'avouer vaincue après la validation des listes qui ont été rejetées. Et à Saint-Louis, par exemple, une rencontre entre le préfet et le gouverneur est prévue aujourd'hui pour un probable pourvoi en cassation. Le préfet de Saint-Louis qui s'insurge contre la décision de la cour d'appel qui, à ses yeux, a manqué d'informations avant de statuer sur le cas de IEUI Askanui. Malgré tout, le mandataire national de la coalition Déthié Fall confie à l'observateur qu'ils ne se laisseront pas faire. IEUI dont les listes ne sont pas encore réhabilitées dans certaines localités. C'est le cas à Kédougou comme le relève Vox Populi. Le journal indique que Moustapha Guirassi, qui avait introduit un recours en appel de sa candidature, est débouté par la cour d'appel de Dakar. Cependant, le candidat déchu ne s'avoue pas vaincu. Il a saisi la Cour suprême dans l'espoir que celui-ci dira le droit. Ce qui fait dire à Vox Populi que IEUI Askanui joue sa dernière carte à la Cour suprême. Selon le confrère, Sonko, Khalifa et compagnie vont y poursuivre la bataille pour leur liste rejetée à Diourbel commune, Diourbel département et les communes de Boké Dialoubé, Tivavone Polniaga, Tankonto, Ndombo Sandiéré, entre autres, dont les listes ont fait l'objet de rejet. Pendant ce temps, la coalition Benno Bokk Yakaar, quant à elle, est en phase de survie. C'est ce qu'affirme en tous les cas Sud Quotidien. Et pour cause, mon confrère évoque les contestations post-investiture, les listes parallèles non autorisées et les risques de vote sanction. L'enseignant et chercheur en sciences politiques Jean-Charles Biagui, qui se prononce sur le sujet, souligne que l'opposition a manqué une belle occasion de profiter des nombreuses contestations dans Benno Bokk Yakaar si elle n'était pas tombée dans le même piège. Jean-Charles Biagui décline par ailleurs les autres éléments constitutifs d'un potentiel vote sanction contre le pouvoir en place. Interview à lire à la page 3 de Sud Quotidien. À la une de Tribune, Talla Sylla qui charge Idrissa Seck. Le confrère informe que le maire sortant de Thiès n'a pas raté son ex-mentor d'Idrissa Seck. Talla Sylla dit qu'il a fait acte d'allégeance à Tivavone puis Touba et à Macky Sall pour son propre intérêt. Un coup d'œil dans le Témoin. Il est question de la seconde loi de finances rectificative 2021 adoptée hier par l'Assemblée nationale. Le Témoin informe que, tandis que les recettes de la LFR s'accroissent de 74,4 milliards de francs CFA, les dépenses s'envolent avec 224,4 milliards de francs CFA. Conséquence, un creusement du déficit budgétaire et dire que l'industrie est à l'agonie. Selon enquête, les entreprises industrielles sénégalaises se meurent les unes après les autres et ce pourrait être l'hécatombe si l'État ne réagit pas à temps. M3 Sénégal, qui va délocaliser son activité de production à Abidjan à cause des taxes d'accise, ces taxes qui font jaser, taxes sur les bouillons, les boissons, le plastique, les taxes de consommation, la taxe relative au programme de modernisation de l'administration des douanes, des contrôles fiscaux de plus en plus contraignant. L'affaire présumée de trafic de visas impliquant 2 membres du mouvement Y en a marre. Les Échos informent que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar se penche aujourd'hui sur les 2 recours déposés par Simon et Kilifeu qui portent sur le refus du juge d'instruction de leur accorder la liberté provisoire. Mon confrère précise à ce propos que si tous les 2 ont besoin de humer la liberté, Simon Kouka a plus besoin de décrocher le quitus. 3 rapports d'hommes de l'art attestent de sa santé incompatible avec un emprisonnement. En sus, cet état de santé se détériore de jour en jour. Ce sit-in hier à l'université Assane Seck de Ziguinchor, un sit-in des femmes membres du corps professoral de la dite université. Le journal Le Quotidien en rend compte et informe que ces femmes veulent en effet mettre un terme aux diverses formes de violence dont elles font l'objet dans l'enceinte de l'institution universitaire. Elles ont ainsi dénoncé des cas récurrents de violence, de harcèlement et chantage sexuel ou en cours d'humiliation et d'insultes graves. Pour terminer, ce drame dans la communauté sénégalaise en Suède, à la une du journal Les Échos, un compatriote poignarde ses enfants et les jette du haut de leur immeuble. La fille, en soins intensifs, entre la vie et la mort, le garçon succombe à ses blessures. Il s'est lui-même poignardé, mais sa vie n'est pas en danger. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h39, bienvenue à Point de vue. Comment réorganiser le secteur des transports à la lumière des dernières transformations dans ce secteur et des réformes également.
Il y a déjà le démarrage annoncé du BRT et du train express régional. Il y a également la mise en place du Fonds de développement des transports terrestres avec en vue le renouvellement du parc et d'autres sujets dont au niveau social le dialogue des sourds entre les syndicats des transporteurs et le ministère en charge des transports. Comment donc réorganiser, comment prendre en charge cette situation? Pour tenter de répondre à cette vaste question, nous sommes avec M. Ibrahima Ndongo, expert en transport et sécurité routière. M. Ndongo, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes également avec le colonel Aboubakrine Samba, expert en logistique et transport. Bonjour, mon colonel. Bonjour. Alors, d'abord, Ibrahima Ndongo, une première réaction par rapport à la situation, au climat social, avec ce dialogue de sourds entre le ministère en charge des transports terrestres et les syndicats. Il y avait un rendez-vous hier, un rendez-vous manqué, puisque les syndicalistes ne se sont pas présentés. Est-ce que c'est de bon augure pour un secteur aussi stratégique que les transports terrestres au Sénégal? Bonjour, monsieur, et à tous les auditeurs de la RFM. Je dois d'abord préciser que je ne suis pas opérateur et que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, ce que je dis... C'est important à préciser, oui. D'accord, c'est bon. Je connais un peu votre ligne et tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre une chose. Le transport est un facteur de développement incontournable, surtout dans les pays en voie de développement. Même les pays développés, le transport est très sérieusement pris en compte. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous venez comme de le dire tout à l'heure, que les syndicalistes n'ont pas répondu présent à la table de négociation. Mais ça veut dire quoi? C'est parce que un syndicaliste qui demande à aller aux négociations, qui refuse d'y aller, c'est pas qu'il y a quelque part couac. Le couac, c'est quoi? C'est parce que tout simplement, eux, ils ont compris que depuis les accords de 2014 jusqu'à aujourd'hui, il y a des points qui sont restés insatisfaits. Et maintenant, à force d'aller à la table de résolution, finalement, ils ont pensé que c'était un jeu de ruse. Alors que je pense, moi, que conformément aux directives du président de la République, qui disait qu'il ne fallait pas, absolument qu'il ne fallait jamais signer des accords sans pouvoir les concrétiser, il fallait quand même instaurer un climat de confiance. Et cette rupture, aujourd'hui, on constate qu'il y a une rupture entre l'administration et les opérateurs de transport. Parce que tout simplement, comme vous voulez le dire, bon, la table de négociation, c'est le ministre des Transports qui avait convoqué, mais eux maintenant, ils se sont rendus compte que les ministres n'avaient pas pignon sur les autres ministères que sont le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, le ministère de l'Environnement. Donc, si ces trois ministères-là, ces autres ministères-là ne sont pas présents, mais ils viennent de discuter avec le ministre des Transports. Et même si, il faut le reconnaître, c'est le ministère des Transports qui est à l'origine de tous les textes législatifs et réglementaires qui détermine le transport et le contrôle routier. N'est-ce pas? Parce que, ça c'est clair, hein, la direction des transports routiers, par l'intermédiaire de ces agents assermentés, est détenteur exclusif du contrôle routier. Maintenant, n'ayant pas suffisamment d'effectifs, ce contrôle-là a été délégué à la police et à la gendarmerie. Voilà, c'est la vérité. C'est une délégation, effectivement. Effectivement. Alors, les agents assermentés du ministère des Transports sont d'abord les premiers habilités à exercer un transport, un contrôle sur la route. Alors, on va essayer d'avancer un tout petit peu avec le colonel Aboubakrine Samba. Je l'évoquais tout à l'heure en posant la question. On va au-devant de changements substantiels avec l'entrée en service du BRT et du TR, l'application plus stricte de la charge à l'essieu, des autres contrôles au plan technique, etc. Est-ce que ces transformations peuvent donner des résultats dans un climat social qui n'est pas apaisé quand le ministère et les syndicats sont tellement aux antipodes? Colonel Aboubakrine Samba. Oui,
vous dites? Alors, j'étais en train de dire quels sont les préalables au niveau du climat social pour que les réformes et les changements substantiels au-devant desquels nous allons, notamment l'entrée en service du BRT et du TR, soient appliqués dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il ne faut pas régler le préalable du climat social avant d'enclencher les réformes un peu plus techniques? Il faut enclencher les réformes techniques. On ne peut pas aller au BRT et tout ça, faire un bond qualitatif en avant, sans pour autant, assainir le transport. Parce qu'aujourd'hui, je parle au plan technique. L'articulation du transport n'est pas respectée et le transport est désorganisé. Aussi bien au plan transport urbain qu'au transport interurbain. Et ce que je vois toujours, toutes les décisions qui sont prises, c'est des décisions avec des implications de recettes financières. Donc les exécutants subissant toutes ces mesures-là sont obligés quand même parfois de gronder un peu. Si je vous donne un exemple, rien que vous voyez, ils ont parlé plutôt de mesures qui ne sont pas prises, des engagements qui ne sont pas respectés, et ça va dans le sens de la bonne organisation parce que tout est écrit. Le second problème, souvent, quand ils prennent des décisions, ils n'associent pas au préalable les exécutants. Je donne par exemple l'exemple des plaques d'immatriculation que je dénonce tout le temps à chaque fois qu'on m'interpelle sur le transport, c'est le changement d'immatriculation dont on n'a pas encore dit les motifs du changement. Et qui n'est pas complété puisque nous avons les deux systèmes actuellement en cours, les deux plaques. Les deux plaques sont en cours. Il y a qu'au Sénégal où on voit deux immatriculations différentes. Et la dernière immatriculation, la première immatriculation est plus efficace que la dernière. Parce que je ne cesse de le répéter. La première immatriculation, elle est parlante. Oui, parce qu'il y a les régions, on sait que c'est une plaque à Dakar et après le reste est facile à retenir. Non, exactement. L'autre, elle est muette. On ne remplace pas une immatriculation parlante par une immatriculation muette. Parce que ceux qui ont fait la logistique pure, ils savent comment on doit immatriculer, comment on doit codifier, comment on doit faire une nomenclature. Là, ils sont bloqués parce que si on veut reprendre les bleus, on verra les vieilles voitures se retrouver avec les plaques les plus récentes. Voilà le problème. Entre autres problèmes, mon colonel, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quelles sont les mesures, quelles sont les mesures fortes de réorganisation qu'il faut mettre en place dès maintenant en vue justement des transformations dont on a parlé? Je vous dis tout de suite, à part les infrastructures où un progrès notoire a été observé, tout le reste est à revoir. Parce qu'en matière de transport, il y a les infrastructures, il y a l'équipement des routes, des infrastructures, il y a les véhicules et il y a le personnel. Et tout est à refaire. Aujourd'hui, on dit renouvellement de parc. Comment on peut renouveler un parc sans réforme? Au Sénégal, tout roule. Que le véhicule ait 50 ans ou 30 ans, il n'y a aucun problème. Ça peut rouler. Plus il y a tout. Il faut faire d'abord les états généraux du transport. N'est-ce pas? C'est
C'est une proposition très concrète, ça. C'est les États généraux pour vraiment établir un dialogue le plus large possible avec l'ensemble des parties prenantes. Mon colonel, malheureusement, il nous reste très peu de temps. Je voudrais donner la parole une deuxième fois. Je reviendrai à vous tout à l'heure, à Ibrahima Ndongo, expert en transport et sécurité routière. Le colonel Aboubakry Nsamba a posé un pan important du débat, c'est-à-dire la non-association de tous les acteurs dans la prise de décision, notamment quand il y a des incidences financières, etc. Je voudrais peut-être vous interpeller sur un exemple qui risque de se poser quand on mettra en service le BRT et le TER. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une concurrence avec les acteurs actuels, les acteurs routiers, avec le risque de braquage, de crispation au niveau de ces acteurs des transports routiers, s'il y a une incidence sur leur chiffre d'affaires notamment? Vous savez, d'abord permettez-moi de saluer le colonel qui suit mon maître et qui l'est toujours, parce que c'est depuis 1974 que nous étions ensemble au camp de Monnier, il était instructeur déjà. Donc je lui dis bonjour. Mais respect mon colonel. Mais pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement, vous savez, le transport, comme je l'ai dit, il est incontournable. C'est la locomotive du développement. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Quand on parle de transport capacitaire, on parle du TR et du BRT. Ce sont les bienvenus sur le plan logistique. Je ne dis pas sur le plan politique ou bien ce que les gens en pensent sur le plan... c'est une nécessité. Oui, c'est une nécessité. Parce qu'on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, prenons le cas de AFTU qui transporte par jour, quotidiennement, 1 300 000 personnes par jour. Si AFTU ne fonctionne pas un seul jour, qu'est-ce qui va se passer au Sénégal? Qui va travailler? Voilà le problème. Et ces embouteillages-là nous coûtent plus de 25 millions d'heures de travail, je dis, par an. Plus de 25 millions d'heures de travail. Parce que si AFTU, par exemple, je donne un exemple, fait un retard de desserte d'1 heure de temps sur 1 300 000 travailleurs, ça fait 1 300 000 heures de perdu. N'est-ce pas? Et 1 300 000 heures perdues, ça fait combien en instance financière? Alors, le deuxième point que je parle, le transport au Sénégal, on peut dire que sur le papier, il est réglementé, on peut le dire. Mais ça reste beaucoup. On n'a pas de réglementation sur le transport des élèves. Comme vous voyez, on les transporte n'importe comment, pas de n'importe quoi, les élèves. On transporte les matières dangereuses, la même chose. Mais voilà des choses sur lesquelles on doit aussi parler. Mais si aujourd'hui, simplement, le transport privé, aujourd'hui, n'a pas de revendication, mais si les cimenteries produisent plus de 4 500 000 tonnes de ciment par jour et transportent elles-mêmes, ces cimenteries, plus de... Malheureusement, nous sommes au regret de... D'abord, toutes nos excuses à notre interlocuteur Ibrahima Ndongo. La communication a été coupée pour des raisons indépendantes de notre volonté. Et malheureusement, le temps qui nous est imparti est également arrivé à expiration. Nous les retrouverons tous les deux avec le colonel Aboubakry Nsamba dans la version Wolof dans moins d'une heure maintenant. À 12h52, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Abdoulaye Diop à la mise en onde, Yacine Pouy au digital, à la production Alioune Ba et Ibrahima Ndour, édition réalisée et coordonnée par El Haj Ndiogu Djen avec l'aide de Seydou Nourouba. À 13h, retrouvez Barthélémy Ngom pour le journal en Wolof. Tout de suite, Allô Présidence. Excellente suite des programmes, excellent après-midi, très bonne journée.